Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. En effet, hier, au cours de notre séminaire sur un thème très similaire, aujourd'hui il s'agit d'un cours, donc d'une durée plus courte, hier nous avons passé du temps à suivre le compositeur Courtag à la trace et en essayant de voir comment, après avoir fait table rase, il essayait, sous nos yeux, de reconstituer un langage, de choisir son vocabulaire, de l'articuler et d'organiser une grammaire, une syntaxe, en vue presque de nous faire redécouvrir le processus compositionnel à la faveur de ces miniatures. Auparavant, nous avions observé comment des compositeurs à différents moments de l'histoire avaient utilisé une grammaire et un vocabulaire que nous connaissons bien, qui sont ceux du langage tonal, qui a été ce langage commun qui a prévalu pendant plusieurs siècles. Nous avons en fait observé comment des compositeurs ont utilisé ces outils et cette grammaire de façon extrêmement créative pour parler chaque fois à leur façon et pour tenir un discours qui, pour se présenter sous des habits similaires, a en fait des teneurs très différentes d'un compositeur à l'autre et d'une œuvre à l'autre. C'est ce que nous avons essayé d'éclairer. Il s'agissait donc de travailler sur 3 niveaux. Le premier niveau, un niveau élémentaire, qui est celui de l'articulation, à proprement parler. Comment, en effet, émettre un son intelligible. Alors l'humain utilise sa bouche pour articuler et ses résonances naturelles pour former le timbre. Et on peut schématiser en fait les différents temps de cette activité avec les 2 concepts de consonne et de voyelle. C'est très pratique pour un pianiste de transposer cela sur le plan instrumental, puisqu'il dispose d'un instrument à percussion où il y a précisément une attaque, là encore, c'est le marteau qui frappe la corde, et une résonance, là après la consonne, et même à la fois c'est la voyelle en quelque sorte, ce qui permet pour l'instrumentiste d'imiter la voix de différentes façons et de s'amuser à parler ou à chanter, ou tout au moins de doser en permanence ces 2 activités. Selon les périodes et selon les compositeurs, ce dosage est différent. Et si nous retournons, par exemple, au cœur du classicisme viennois, là, nous avons affaire presque constamment à un chant très articulé. Dans le cas de Mozart, par exemple, qui est un des grands représentants du cantabile en musique, nous savons que de nombreux témoignages parlent de son jeu gehackt, haché, en fait éminemment articulé. Et si nous prenons une phrase de Mozart, par exemple, un thème de son concerto Köchel 450, nous nous apercevons qu'en permanence, son art d'énoncer joue sur cette variété d'articulation. Alors regardons un tout petit peu à la loupe, justement,
Au départ, nous avions des notes où la consonne avait un grand rôle, si nous schématisons, et où la voyelle, au contraire, était très allégée, très écourtée. Comme si on chantait ou qu'on disait « ha, ha, ha », en quelque sorte. Dans le groupe suivant, au contraire, on chante pleinement. C'est vraiment un lié, un legato. Et puis, quand on se met à chanter le thème à proprement parler, on a l'impression qu'on chante tout le temps. En réalité, on chante au cœur de la structure de ce langage. Et sinon, on coupe, on donne de l'air. De façon à alléger toujours et à ce que les mots soient intelligibles à travers le chant. Même chose un peu plus tard, lorsque le chant se fait très léger, un chant de coloratour, mais l'air est très présent, si j'ose dire. Et puis à nouveau, un bon cantabile. En fait, dans toute cette musique, nous avons ce type de travail du compositeur avec son matériau et conséquemment de l'interprète pour se couler dans le style. Imaginons par exemple qu'on interprète cette musique avec le cantabile requis, mais sans le parlando, sans l'articulation nécessaire. Certainement rien à voir avec les variétés d'humeur et le type de chanté requis par cette musique. Ceci, c'est un niveau, disons, très local. Maintenant, si nous passons à un niveau supérieur, à un niveau de groupement plus ample, bref, si nous accrochons quelques mots les uns aux autres, eh bien, naturellement, certains mots auront plus d'importance que d'autres dans la phrase. Ça, c'est du domaine de l'accentuation, voire de l'agogique. Et c'est la chose la plus naturelle du monde que lorsque l'humain chante, certains mots, certaines notes ou accords ayant plus d'importance que d'autres, eh bien, soient le pivot d'une phrase. C'est d'un naturel absolu, par exemple, chez le lyrique Schubert. Eh bien, là, l'accord de septième diminué est le plus expressif de la phrase. C'est lui, du reste, qui est légèrement orné. Et c'est vraiment lui qui crée la tension autour de laquelle tout s'articule. Imaginons que l'on joue cette phrase sans l'accentuation nécessaire sur ce mot-clé, le mot qui va infléchir la narration générale. Nous n'aurions pas du tout la même profondeur ni la même direction dans ce lead. Naturellement, il s'agit d'un impromptu, mais chez Schubert, le lead est partout. Là, on ne sait vraiment pas trop où on va, et la musique est beaucoup moins pénétrante. Alors, il y a cette dimension, bien entendu, et puis de façon encore plus large, il y a les phrases elles-mêmes et la façon dont les phrases s'enchaînent les unes aux autres. Bref, la façon dont les phrases vont respirer et vont permettre à l'élocution en général d'avoir son naturel et son élan. Ainsi, par exemple, dans notre phrase du concerto de Mozart de tout à l'heure, eh bien, quand nous terminions la phrase, l'orchestre tendait la main et les violons
disait une conjonction de coordination, en quelque sorte, pour que le pianiste continue et exprime la deuxième partie de sa phrase. Et là, les cordes de dire. Bref, il y a toujours une main tendue de façon à ce que les phrases s'enchaînent de façon naturelle et conséquente. Ça, c'est un exemple classique où on a des symétries extrêmement équilibrées et des liens tout à fait mesurés, mais naturellement, il y a toutes les façons de donner à l'énonciation d'une phrase son élan, de façon à ce que les mots s'enchaînent d'une façon appropriée et de façon à ce que la vision qu'il y a dans la phrase donne un flux à cette énonciation. Maintenant, hier, nous avons vu comment tout cela fonctionnait avec, disons, la rhétorique baroque, avec les symétries classiques et avec les façons très individuelles dont les différents romantiques ont pris en charge et modifié ces héritages. Il s'agissait d'un langage commun, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment chacun parle d'une façon différente ce langage commun. À quelle lumière pouvons-nous l'observer ? Eh bien, une lumière importante, c'est le lien entre les langues parlées et les langues musicales. La langue parlée est la première musique, ou l'une des premières musiques entendue et énoncée par un individu. C'est aussi sa première chance de s'exprimer et de structurer. Elle est donc inscrite, bien sûr, à tel point au fond de lui-même qu'elle va façonner beaucoup de façons de se comporter, dont la façon de se comporter musicalement. Il est donc tout à fait naturel que les écoles nationales en musique reflètent, même au sein d'un langage commun, des comportements et des modes d'expression très différents. Ainsi, si nous songeons à la langue italienne, à la légèreté rebondissante de son articulation, qui permet un emploi extrêmement volubile, on n'est pas étonné qu'un compositeur comme Scarlatti ait écrit des œuvres comme la suivante. Bien sûr, il s'agit là d'une œuvre virtuose écrite pour le clavecin, mais peut-on imaginer qu'un tel type de virtuosité légère, élastique, soit écrite dans le nord de l'Allemagne, par exemple? Moi, personnellement, je ne le crois pas. On pourrait illustrer cette association entre une façon de chanter, d'articuler en musique et une langue à bien des moments de notre histoire de la musique. Par exemple, de façon tout à fait récente, on peut songer au compositeur Luciano Berio. Pourquoi lui ? Eh bien parce qu'avec Scarlatti, on avait un compositeur de la génération de Bach. Et ma foi, même lorsque Bach écrit dans le style italien, il n'a jamais ce même niveau d'insouciance légère. Eh bien, de la même façon, Berio appartient à une génération, celle de Boulez et Stockhausen, où certainement aucun de ces deux coreligionnaires n'écrira avec la même virtuosité ailée et presque sans importance, j'allais dire. Écoutons, après cette sonate de Scarlatti, un court extrait de la sequenza
de Berriot pour voir le type de virtuosité qu'il a développé dans sa culture propre. Maintenant, si vous voulez bien, passons d'un extrême à l'autre. Nous avions une musique ou deux musiques presque insaisissables, séduisantes, très efficaces dans leur rapidité brillante. Prenons tout l'inverse et avec une phrase de Brahms, voyons au contraire comment celui-ci nous exprime non seulement la profondeur inspirée par sa culture et sa contrée, mais aussi la façon d'articuler son propos. Dans son Capriccio opus 116 numéro 3, il semble que les sforzato sont ici pour donner toute la dimension pénétrante de ces harmonies passionnées, mais aussi presque pour souligner l'articulation et l'agogique de sa phrase. En fait, il s'agit vraiment d'une langue allemande à proprement parler, avec le côté prégnant de sa prononciation, la profondeur de ses consonnes et le côté pénétrant que peuvent avoir ses voyelles. Si nous comparons ce type d'accentuation avec celui d'une langue autrichienne, par exemple, on aura, je crois, un effet très différent. J'ai pris un cas de figure chez Schubert, l'andante de sa sonate en si majeur, qui est bien sûr un type d'expression très différent que l'expression brahmsienne que nous venons de vivre, très intime, mais on sent ici combien la façon de parler cette même langue est différente, moins pénétrante et finalement plus avenante quelque part. C'est vraiment, je crois, la même langue, mais parlée avec un autre accent, voire presque dans un dialecte différent. Pensons maintenant à des cas de figure très différents, puisque nous venons de nous pencher sur des cas d'articulation, d'accentuation marquée. Qu'en est-il de la langue française, avec justement son accentuation très émoussée, quelque part, qui fait qu'au lieu qu'une phrase commence vraiment et se termine d'une façon très distincte, eh bien les fins de phrase s'évanouissent souvent et que les débuts de phrase peuvent paraître à nos voisins comme éminemment discrètes. Eh bien, écoutons, pour nous en convaincre, le début d'un prélude de Debussy, par exemple. Nous n'avons certes pas du tout envie ici de nous fixer sur des points de repère forts, mais plutôt de nous laisser bercer par les sinuosités des mélismes debussistes. Un grand contraste maintenant avec
la langue russe et en général les langues slaves. Quelles peuvent être les conséquences que nous pouvons croire déchiffrer d'une langue où le timbre est d'une telle richesse, mais aussi le timbre est tellement investi en expression? Eh bien, je pense qu'une musique comme celle de Moussorgsky, par exemple, en particulier les catacombes de ces tableaux d'une exposition, ne pourrait, encore en plein XIXe siècle, être composée que dans ce pays, tant le changement violent du timbre sur chaque syllabe énoncée est contrastant, et tant chacun de ces changements est porteur d'un changement expressif très violent lui aussi. Il faut vraiment qu'un terme dans une langue puisse exprimer énormément aussi dans sa façon d'être prononcée pour qu'une musique portant autant d'expressions avec aussi peu de termes puisse être proposée. On ne pourrait jamais imaginer un compositeur français, puisque je passe d'un extrême à l'autre, faire, surtout à une telle période, une proposition comme celle-ci. Mais si nous faisons un bond de quelques années en avant, quelque part, les propositions que font Scriabine nous laissent aussi à penser qu'il y a une culture du son, bien sûr, formée par la culture de la langue parlée, et que dans le cas des langues slaves et du russe en particulier, la culture timbrique est particulièrement riche. On le sait, du reste, ça a été démontré. Ainsi, penchons-nous un peu sur sa 9e sonate, la fameuse Messe noire. Le second thème est la naissance d'une idée seulement. Mais en fait, cet embryon thématique est présenté chaque fois dans un environnement, j'allais dire harmonique, en fait harmonico-timbrique. Scriabine est un compositeur du son-couleur avant d'autres, avant la lettre, j'allais dire. Et on voit bien qu'il environne chaque fois sa cellule mère d'un spectre différent. Et que ce travail, quelque part, expression, timbre de l'accord ou de la syllabe elle-même, lui permet de façonner peu à peu ses idées, et ceci avec des expressions incroyablement différenciées et complexes. Ainsi, dans la première présentation, ce thème est, et puis c'est en français dans le texte, comme avec Scriabine, avec une langueur naissante.
chaque présentation, cependant, le même thème sera énoncé dans un environnement différent, non seulement quant à sa facture, alors le dosage entre eau et feu, disons, sera différent, mais aussi dans la façon dont, avec ses gestes instrumentaux, Scriabine crée un contexte timbrique. On voit donc bien que le principe de base est le même, mais qu'il se développe peu à peu. Prochaine présentation, le thème est pur et limpide. Alors, attention, il ne s'agit bien sûr pas ici d'une musique impressionniste où on aurait noyé les contours d'un thème. Le thème est bel et bien présenté, mais il s'agit véritablement, par le timbre qui soutient ce thème, d'en changer complètement l'expression. Dernière présentation que je vous propose un peu plus loin. Cette fois-ci, l'expression est perfide et les caresses venimeuses que le pianiste effectue sur son instrument suggèrent une douceur de plus en plus caressante précisément et empoisonnée. Changeons complètement maintenant de culture et de langue, et comme dernier exemple dans ce voyage dans un certain nombre des langues européennes, en liaison avec de grandes traditions musicales, nous nous penchons sur la langue hongroise, langue très étrangère en Europe, bien sûr, langue de type finno-ougrien, et langue d'un tout petit pays, mais ayant généré un grand nombre de grands compositeurs, proportionnellement. C'est, vous le savez, c'est la langue de l'articulation par excellence, et d'une articulation pulsée, avec des niveaux sonores qui, cette fois-ci, sont bien moindres en ambitus que ceux des langues slaves, par exemple, mais par contre, le jeu d'articulation y est très subtil, ce qui engendre des cultures rythmiques très sophistiquées dans leur folklore comme dans leur musique savante, et étant donné le fonctionnement par addition de syllabes, ça engendre également des jeux d'asymétrie ou d'ajout constant au modèle de base. Alors entendons un cas de figure très simple, ce sont deux extraits des Microcosmos, ces pièces à vertu pédagogique, mais qui sont des petits chefs-d'œuvre de composition, des petits chefs-d'œuvre de l'art composé aussi, et qui nous montrent comment précisément cette vertu de l'articulation est mise en valeur. Carte, tout d'abord, une mélodie jouée en sens inverse aux deux mains, et chacune jouant la mélodie, doublant la mélodie à intervalles de quarte. Donc au lieu de dire, alors une main dit, et l'autre fait l'inverse. Quand ça descend, ça monte, et ainsi de suite. Alors la combinaison, puisque les bons compositeurs adorent cela. Maintenant, voyez comment, à partir de petites cellules articulées de base, Bartók joue les combinaisons complémentaires. Et ça continue.
etc. Il semble qu'il explore toutes les possibilités pour s'imiter ou pour jouer les complémentaires avec 2 notes, et puis avec 3 notes, et puis en montant simplement ou en descendant, bref, avec un matériau minimum, mais de la façon la plus exhaustive possible. En tout cas, jusqu'à la fin, on a vraiment ce jeu d'articulation et de rythme à la hongroise, et par exemple une coda avec simplement toujours un rythme fait d'une note brève et d'une longue, en imitation aux 2 mains. Dans la prochaine pièce que je vous propose, Staccato, on voit bien là encore comment il joue avec ces mots qu'il répète, qu'il allonge, et puis il donne la continuation d'une phrase, et puis il joint la pulsation de base, c'est-à-dire le rythme fondamental de toute cette façon de parler ou de faire la musique. Et là encore, un peu plus court, un peu plus long. Et on joue vraiment à ce jeu de construction avec des mots musicaux. Jusqu'à la fin, où les mots sont isolés, et puis au contraire, ils sont en accumulation, écourtés, là encore pour être comprimés à la fin. On reconnaît bien là une racine commune avec Courtag que nous avons étudié hier, quant à certaines racines musicales, mais on voit bien comment la façon de composer avec ce matériel d'origine est différente. Il s'agissait bien sûr de cas extrêmes, et nous avons des cas qui sont très mélangés. Le cas d'un compositeur comme Liszt, par exemple, avec des racines hongroises, une fréquentation forte de l'univers brillant parisien, et un ancrage ensuite très fort dans ce qui est le centre culturel de l'Allemagne d'alors, représente une sorte de synthèse européenne intéressante au XIXe siècle dans les meilleures de ses œuvres. Naturellement, au siècle baroque, Bach était un exemple suprême de synthèse entre différents héritages. Au siècle classique, Mozart a fait de son côté lui aussi œuvre de rassembleur par rapport à une Europe qui était riche en façon de parler musicalement et de se comporter musicalement. Donc en fait, les cas de figure que j'ai proposés ne sont naturellement que des façons de systématiser mon propos, de même qu'une façon de voir cette histoire de la langue tonale telle que nous l'avons effectuée hier était une façon un peu schématique. Bien sûr qu'il serait exagéré de s'imaginer que les classiques sont toujours ces compositeurs hyper articulés sur lesquels nous avons mis un coup de projecteur, qu'ensuite, au XIXe siècle, on aurait simplement du legato à la Chopin. Naturellement, dès qu'un compositeur atteste d'un postulat compositionnel un peu complexe, il nous prouve au contraire que des façons très contrastées
de son comporté peuvent être mises en présence dans la même œuvre. Ainsi, si nous pensons à nouveau aux Kreisleriana sur lesquels nous nous sommes penchés hier, eh bien Schumann nous montrait qu'un legato très romantique et chez lui très nostalgique dans la deuxième de ses Kreisleriana, pouvait contraster avec un intermezzo qui, lui, était extrêmement haché. Mais c'est bien justement notre propos de nous pencher sur les variétés extrêmes qui permettent à un compositeur de mieux caractériser son discours. Qu'en est-il lorsqu'on sort du cadre d'un langage commun? Autrement dit, lorsqu'un compositeur fabrique son matériau et en conséquence, quelque part, invente sa syntaxe. C'est ce que nous voudrions maintenant traiter dans cette deuxième partie de notre exposé, en se penchant sur d'abord une œuvre de transition, 1905. C'est le moment où Janáček compose sa sonate, et s'il est encore tout à fait tourné vers le passé, de certains points de vue expressifs, du langage harmonique, il nous montre qu'avec son sens du contraste et de la rupture, il va bousculer cet héritage en répétant certaines formules plus qu'à satiété, par exemple, cette formule d'angoisse, de pressentiment, va bientôt devenir une formule d'accompagnement obsédé qui semble plus importante que le chant lui-même. On voit bien que dans la façon là de conduire le discours, il y a presque discrépance entre l'héritage harmonique et expressif et la qualité discursive de la composition. C'est un peu pour nous annoncer, peut-être, que les années précédant la Première Guerre mondiale et celles de la Première Guerre mondiale vont voir les comportements changer. Lorsque Arnold Schoenberg imaginera de composer sans tenir compte du langage tonal, sans encore avoir mis sur pied son langage dodécaphonique, et par exemple lorsqu'il proposera dans ses pièces opus 19 pour piano de mettre en superposition des agrégats harmoniques qu'on n'avait jamais fait se rencontrer jusqu'à maintenant, naturellement que les tensions engendrées par les pas harmoniques ne seront plus celles qu'on a connues jusqu'alors. Conséquemment, la façon d'articuler la musique, la façon d'organiser les phrases sera elle aussi différente. Dans cette dernière des 6 pièces opus 19, il nous fait entendre simplement les 2 cloches du glas, nous annonçant la mort du compositeur Gustav Mahler, et nous entendrons plusieurs fois ces 2 cloches sans direction. Nous sommes tentés de dire sans discours, avec parfois l'ajout d'une cloche supplémentaire. Ou d'une cloche différente, et parfois peut-être d'un mouvement de réaction intime, étouffé dans son bouleversement,
la musique restera véritablement suspendue et sans direction, un soupir simplement, un autre, tout est presque dit jusqu'à la dernière mesure où nous entendons les deux mêmes accords comme dans un souvenir et un complément final comme un souffle. Nouveau langage, nouveau discours. Il y aura bien des façons à ce moment-là de faire du neuf. Et le dernier Debussy, le Debussy angoissé de la période de la guerre, nous propose 1000 façons de le faire à travers plusieurs de ses œuvres, jeux pour orchestre, ses sonates et ses 12 études pour piano. J'ai choisi la 3e étude car elle travaille, comme la pièce de Bartók tout à l'heure, avec des cartes. De sorte qu'au début, une mélodie aussi fluide que celle de Bruyère, que nous avons entendue tout à l'heure, se voit assortie de cartes pour lui conférer une couleur bien particulière, une douceur étrange. Quand elle est harmonisée, là encore, on aura des harmonies, non pas en tierces, en quintes, en octaves, ce à quoi nous étions habitués, mais en quartes parallèles, quelque chose de bien inhabituel. Et la phrase va peu à peu nous guider vers un événement très étrange. Lorsque soudain nous allons entendre un accord composé non pas de cartes normales, si j'ose dire, mais d'une carte augmentée et une carte diminuée. Ça va donc être un événement extraordinaire et le premier coup dans l'estomac, si j'ose dire, même s'il est feutré, de cette musique jusque-là plutôt pastorale. En fait, l'interrogation, le moment où le Debussy sombre et étrange fait son apparition est indiqué par un rythme sur un do obstiné. Et interrogatif. Et qu'en est-il de la suite ? Eh bien, la suite va être très différente, car après cet accord obtenu par 2 autres cartes, nous entendons soudain un ensemble de cartes formant un ensemble pentatonique très lumineux, très éloigné, ma foi, de ce que nous avions. Alors, l'écriture elle-même est en contraste. Et puis, de ce nouvel état proposé, on retiendra une seule note, le si bémol, pour continuer dans une autre direction et revenir vers ce do, vous savez, ce do du rythme un peu angoissé. Et cette fois-ci, il revient avec un tri. Que se passe-t-il ? Eh bien, chaque fois, on regroupe des cartes d'une façon différente pour évoquer des univers harmoniques, voire culturels différents, et donc chaque fois, on s'interroge. Car bien sûr, un discours ne peut pas s'enchaîner d'une façon, je dirais, normale et fluide, coulée, si le matériau est en train de se chercher. C'est comme un ricercare harmonique et, bien sûr, la phrase musicale est suspendue pour suivre pas à pas ces différentes
proposition d'univers harmonique. Et puis tout d'un coup, nous allons revenir vers ce que nous n'avons jamais trouvé jusqu'à maintenant, notre tonalité de base. Cette tonalité, c'est Fa majeur, la tonalité de toute la pièce. Rappelez-vous, au début, nous avons commencé avec une mélodie qui pourrait être en Fa majeur, comme dans beaucoup d'autres tonalités ou modalités. Mais à cause de l'ambiguïté de la carte, nous ne savions pas trop où nous étions. Et puis, les premiers points d'interrogation, c'était nos accords inquiétants, avec la note en rythme angoissé. Ensuite, les autres points d'interrogation, comme pour dire, mais dans quel univers harmonique allons-nous? Qu'est-ce que Debussy, quelle nouvelle alchimie Debussy nous propose avec ces combinaisons de cartes? La deuxième fois, c'était après ce martellato pentatonique. Quand Debussy ouvrait l'espace en nous proposant une résonance composée de 3 cartes, chaque fois différentes, la même en haut, mais une autre au milieu et une autre en bas. Et maintenant, tout d'un coup, après toutes ces interrogations, comme si Debussy nous disait, eh bien, nous sommes à un moment dans l'histoire de la musique où on n'est plus obligé de faire du Fa majeur avec notre tonique et notre dominante. Et du coup, nous ne sommes plus obligés de suivre les règles du discours comme auparavant, puisque le langage a changé. Eh bien, là, nous cherchons. Nous prenons une part de l'héritage, un intervalle, nous le combinons de beaucoup de façons, nous évoquons des mondes différents, et du coup, nous essayons de trouver une énonciation de ces différentes combinaisons qui correspondent à cette recherche. Et quand nous avons trouvé une voie possible, alors on peut l'énoncer là en toute fanfare, et en carte bien sûr. Mais c'est presque trop facile. Et Debussy est trop raffiné pour qu'on ne comprenne pas que le geste de vulgarité qu'il énonce là est un moment sans doute très humoristique. Et puis on va plus loin, et maintenant c'est le mystère. Le mystère parce qu'on ne sait pas encore de quelle façon on combine ces différents intervalles. Parce que Debussy arrive toujours à nous captiver, à nous prendre dans la main, à nous prendre par la main dans sa façon de glisser d'une situation à une autre, pourtant en échappant à toutes les règles définies jusqu'alors et que nous avons essayé de suivre en musique hier et aujourd'hui. Après tant de portes ouvertes, et il y en a d'autres bien sûr, eh bien, ça sera à chacun de définir son vocabulaire, sa grammaire et sa syntaxe. À chacun sa façon de parler, de chanter ou de faire évoluer un travail acoustique dans le temps. Lorsque Ligeti, encore jeune compositeur, et n'ayant pas encore eu de contact avec les avant-gardes occidentales, compose sa Musica Ricercata, il se livre à l'exercice de composer une pièce sur une seule note. La pulsation est donc faite d'un seul La, comme celle de Bartók tout à l'heure, et les rythmes très prégnants qui viendront s'inscrire sur cette pulsation, eux aussi seront toujours énoncés à partir d'un même La. Et maintenant que nous sommes habitués au maniement du hongrois, eh bien on appréciera qu'il s'amuse à ajouter deux désinences ou une
double désinence et qu'il se livre à des tas de petits jeux autour de son vocabulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le parcours de cette pièce sera beaucoup plus annonciateur du futur Ligeti que révélateur d'une tradition dont on aurait imaginé qu'il était encore porteur dans les années 50. En effet, il va s'amuser à utiliser, par rapport à sa pulsation régulière de base, toujours le même modèle, en l'écourtant ou en le rallongeant, en l'écourtant vers la fin et en le décalant constamment. De sorte que ce sont ces jeux, en fait, de réitération et de compression et de rapport rythmique qui vont donner sa validité à cette pièce. Et puis ce sera conséquemment le grand crescendo du début jusqu'à la fin qui fera que nous percevrons cette pièce comme non pas une narration effroyable ou un récit omnubilé réitérant les mêmes termes, mais bien plutôt comme une sorte de processus diabolique. Et plus loin, et plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin, la pièce va de plus en plus vite et s'emballe comme un mécanisme devenu fou. On voit bien donc qu'au départ, quand on prononce cette formule de base, on a affaire à un modèle qui vient vraiment de la langue parlée, d'une langue parlée très particulière, mais qui est peu à peu, de par ces transformations rythmiques et de tempo, transformé dans une dimension totalement différente. Il s'agit donc, à partir d'un vocabulaire très restreint de base, non pas de tenir un discours, mais de tenir un processus qui va déformer le matériau de départ pour le transformer dans autre chose, dans une autre dimension. Je terminerai avec un des best-sellers de la musique des grandes années, qui est le célèbre Klavierstück 11 de Stockhausen. Pourquoi ? Parce que c'est une de ces œuvres à forme ouverte et donc proposant un parcours différent et conséquemment un discours différent des œuvres jusqu'alors inscrites dans la tradition occidentale. Vous savez, c'est cette œuvre inscrite sur une grande feuille de papier et où les différentes sections musicales sont réparties dans un espace donné. Alors, ce qui est particulier ici, c'est qu'en fait, le matériau proposé n'est pas un matériau complet. On a les notes et le rythme, si je peux parler de façon simplificatrice, mais on n'a pas les modes de jeu, c'est-à-dire les nuances, les modes d'attaque et même les tempi. Autrement dit, les paramètres musicaux sont dissociés. En fait, les paramètres qui ne figurent pas dans la proposition d'origine figurent à la fin. Le tempo, la dynamique, l'attaque, et ne vont pas concerner la musique que l'on vient de jouer, mais celle sur laquelle le regard se posera bientôt. Donc, ces caractéristiques d'articulation notamment vont s'appliquer à un autre matériau et donc peuvent s'appliquer à n'importe lequel des passages de cette pièce. On voit donc bien qu'au lieu d'avoir une articulation déterminée, comme dans Mozart par exemple, où certaines notes seront détachées et d'autres liées,
où certaines notes seront plus fortes que d'autres, mais où ces caractéristiques seront toutes intimement liées les unes aux autres. Les paramètres musicaux font une organicité indissoluble. Et bien là, dans ce cas, c'est l'inverse, et la façon d'agencer ces paramètres est laissée aux soins de l'interprète. Le travail donc d'articulation sera en conséquence tout à fait différent, mais aussi le travail du discours, puisque l'ordre des séquences n'est pas prévu par le compositeur, mais que c'est l'interprète qui choisit la façon d'enchaîner un moment musical à un autre. Ce qui est tout à fait frappant dans un certain nombre des compositions de cette époque ou dans des compositions qui a suivi, c'est à quel point elles sont amenées à nous faire réfléchir sur notre comportement musical d'interprète ou d'auditeur, et notamment dans la façon d'agencer les différentes dimensions de la composition. Alors, je vous propose un parcours simplifié, scandaleusement simplifié, en 3 sections, avec 2 lectures possibles. Je joue d'abord de façon neutre, comme je l'ai fait pour Mozart ou pour Haydn, le matériau de base. Voilà, ça c'était la première section que je propose à votre audition. Voici la seconde. Et la troisième est plus longue. Alors, comme il s'agit de l'exposé d'un matériau, j'ai intentionnellement joué ces réservoirs, en quelque sorte, sans investissement émotionnel, énergétique, ou de fantaisie, ou de quoi que ce soit. Maintenant, imaginons que je joue ces 3 séquences de musique dans cet ordre. Je vais jouer la première de façon neutre, comme si je commençais la pièce. Ensuite, je ferai une courte pause avant de passer à la seconde, qui sera dans un tempo très rapide, piano, staccato mais résonante. Quant à la troisième, elle sera dans un tempo très lent. J'ai le choix de la dynamique. Je ferai donc une dynamique un peu variée mais assez forte. Et les attaques, quant à elles, sont neutres. Voici donc un mini-parcours proposé. Maintenant, je propose un autre parcours. Je commencerai par exemple par la dernière séquence, la plus longue, que je jouerai donc de façon neutre, puisque c'est la séquence par laquelle je commence. Et puis j'irai à reculons, par exemple. Alors, la conséquence, c'est que la séquence que nous avons entendue au centre sera jouée dans un tempo relativement rapide, piano, sans pédale, mais avec des attaques ayant une attaque comme une aiguille un peu et un tout petit filet de résonance assuré seulement avec le doigt. Et enfin, la première des séquences que j'ai jouées sera jouée dans un tempo très lent, dans la nuance que je veux, donc je la jouerai par exemple très piano,
et avec des attaques neutres. Ainsi donc, une autre version de cette même musique. Voilà, c'était il y a bien longtemps, il y a déjà un demi-siècle, une façon d'interroger les possibles de notre langage musical, et c'était, ou en tout cas d'un langage musical possible, et c'était pour nous l'occasion de nous interroger à travers cette œuvre sur les possibles du discours musical. Je vous remercie de votre attention.